Depuis le chapitre 957, on a pu voir que le système des primes a beaucoup évolué par rapport au début de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que, avant de connaître la prime de Roger, qui est certainement l'une des, si ce n'est la prime la plus élevée qui n'ait jamais existé, on ne savait pas trop comment se situer, et les primes évoluaient beaucoup plus en fonction de celle de Luffy et de sa progression dans son aventure qu'en fonction du personnage ciblé. C'est un problème que j'ai déjà pu soulever sur la chaîne, mais pour faire très simple, les primes qui nous paraissaient immenses au début deviennent de plus en plus banales au fil de l'histoire. La prime de 550 millions de Ace par exemple, du haut de son grade de commandant de Barbe Blanche, on s'est vite rendu compte qu'en fait elle avait pas vraiment de sens, surtout quand on la compare aux autres bras gauche de Yonko, comme Queen chez Kaido ou même Smoothie ou Cracker chez Big Mom. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un problème qui a totalement été résolu, parce que depuis le chapitre 957, dans lequel on a découvert les primes des Yonko et celles de Roger, on a désormais une limite à ne pas dépasser, ou au moins une échelle sur laquelle se baser. Et ça on le voit très vite en lisant le manga aujourd'hui, avec tout un tas d'avis de recherche qui ont complètement été revus. Par exemple, les primes des grands corsaires qui ont été remises à jour depuis la dissolution du système. Selon moi, Oda commençait à se perdre avec tous ces montants et ne savait plus vraiment où s'arrêter, et c'est pour cette raison qu'il a notamment révélé la prime de Roger. Aujourd'hui, on a donc une base solide sur laquelle partir pour théoriser le montant d'une prime, et c'est ce que j'ai envie de faire avec toute une poignée de personnages qui auront un rôle majeur dans la suite de l'histoire. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Depuis la fin de Wano, Sabo a fait énormément de bruit dans le monde de One Piece. Ayant été témoin de toute la conversation entre Cobra et Im, il ne fait aucun doute qu'il est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes menaces du gouvernement mondial. En effet, en apprenant l'existence de Im, en apprenant la vérité sur Lily Nefertari et la lettre qu'elle aurait écrite et le succès de sa fuite, il est certain que sa prime de 602 millions de berries connaîtra une très large augmentation. Bien sûr, actuellement, le gouvernement pense l'avoir éliminé après avoir totalement détruit l'Ulusia. Néanmoins, il y a forcément un moment où ils vont s'apercevoir qu'il a survécu. Il y a forcément un moment où la quête de la lettre de Lily va se lancer des deux côtés. De plus, à cause de l'article le faisant passer pour l'assassin du roi Cobra, Sabo a lancé une véritable rébellion dans le monde entier. Le chapitre 1054 nous dit même que l'influence qu'il a eue récemment dépasse sûrement même celle de Dragon. Selon moi, le nouveau but de Sabo et des révolutionnaires va être de réussir à trouver Vivi et la mettre en sécurité, pour ensuite transmettre le contenu de la lettre de Lily que Cobra lui a transmis avant de mourir. Seulement, lors de ces événements, Sabo n'a pas pu entendre une partie de son message à cause du bruit qui résonnait dans la pièce. Leur but principal va donc certainement être de mettre la main sur cette lettre avant le gouvernement, afin de protéger l'héritage des Nefertari, mais aussi et surtout pour éviter que l'incident de l'Ulusia dont Sabo a été témoin ne se reproduise sur le peuple d'Alabasta. En prenant tout ça en compte, le jour où le gouvernement mondial va s'apercevoir que Sabo a survécu, sa prime risque d'énormément augmenter, passant de 602 millions à près de 2 milliards de berries. Ça peut paraître énorme, mais prenez conscience de tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. L'ancien gardien de la prison sous-marine d'Impel Down a très vite été lui-même mis derrière les barreaux en raison de son extrême violence, qui n'hésitait pas à tuer les prisonniers ou les faire souffrir par pur et simple plaisir de tuer. Ce qui est intéressant avec Shiryu, c'est que c'est un ancien membre du gouvernement qui a trahi ce dernier en rejoignant le plus dangereux et sans aucun doute le plus puissant pirate qui existe à ce jour. Ça veut dire d'une part que forcément sa prime est élevée, de par son affiliation à Barbe Noire, mais ça veut aussi dire que la marine et le gouvernement savent de quoi Shiryu est capable. Ils connaissent ses capacités, ils connaissent peut-être aussi ses ambitions et ses motivations, et peut-être même que Shiryu a emporté certains secrets du gouvernement, comme on pouvait le comprendre au chapitre 1081, lorsqu'il nous disait que pour lui, l'homme à la cicatrice de feu est un membre du gouvernement, parce que l'organisation mondiale a une très grande part d'ombre. Cette case ne dit rien concernant les connaissances qu'il a sur le gouvernement mondial, mais tout de même, il est possible qu'il ait certaines pistes qui aient pu, ou qui vont pouvoir, servir à Barbe Noire un jour ou l'autre. De plus, on sait que Shiryu est bel et bien le second de l'équipage de Teach, puisqu'on a pu le voir sur le color spread du chapitre 1031, sur lequel apparaît tous les bras droits des grands équipages et groupes du monde de One Piece, comme Sabo avec Dragon, Rayleigh avec Roger ou Zoro avec Luffy. Ce qu'on remarque aussi avec l'équipage de Barbe Noire, c'est qu'il est toujours mis en opposition directe avec Luffy. On le voit très vite lorsqu'on regarde les deux capitaines, mais on le voit aussi entre les deux groupes directement. L'un agit pour sauver et venir en aide aux gens qu'il croise, et l'autre est sans aucune pitié, n'hésitant pas à détruire et tuer tous ceux qu'il croise. L'un agit
par pur instinct et poussé par ses convictions, et l'autre met en place des plans très précis dont il ne s'écarte jamais. Les deux équipages semblent liés d'une façon ou d'une autre, et je pense donc que pour estimer leurs primes respectives, on peut se permettre de les comparer. C'est pour ça que si la prime de Teach est plus élevée que celle de Luffy, alors j'imagine que celle de Shiryu sera sûrement un poil plus élevée que celle de Zoro, parce que pour moi, Barbe Noire sera le dernier obstacle que Luffy devra passer. Teach se doit donc d'être un peu plus fort pour que Luffy et même tout son équipage aient à se surpasser comme à chaque fois et les vaincre aux portes de Laugh Tale. C'est pour toutes ces raisons que je pense que la prime de Shiryu atteint un montant de 1,4 milliard, voire 1,5 milliard de berries. Une prime qui, selon moi, ne serait pas étonnante pour le second du pirate le plus dangereux et imprévisible de son ère. Pour terminer avec l'équipage de Barbe Noire, on peut parler d'Aokiji. Maintenant qu'il a définitivement quitté la marine et qu'il est officiellement devenu un ennemi du gouvernement mondial, il est clair que ce dernier ne va pas rester sans rien faire quant à sa récente intégration dans l'un des équipages les plus puissants du monde One Piece. Ayant été amiral, Aokiji est anormalement fort pour un simple commandant Yonko. D'autant plus que, comme Shiryu, le gouvernement a une idée assez précise des pouvoirs et capacités de Kuzan. Ils savent de quoi il est capable et il est clair que sa prime sera donc assez conséquente. De son côté, la Cross Guild promet une récompense de 3 milliards de berries sur les amiraux, comme nous le montrait le chapitre 1087. C'est une prime assez élevée par rapport à un équipage d'empereurs classique, mais je pense qu'elle est justifiée au vu des récents événements. L'enlèvement de Kobe, la disparition et peut-être même la mort de Garp, que le gouvernement n'oubliera certainement pas au moment de mettre à jour son avis de recherche. Mais surtout, au vu des récents agissements de Barbe Noire, je pense que sa prime va énormément augmenter, emportant avec elle celle de son équipage. 3 milliards peut paraître vraiment énorme pour un simple commandant Yonko, seulement Aokiji n'est pas un simple commandant, c'est un ancien amiral qui a quitté le gouvernement et qui, à lui tout seul, bouleverse complètement l'équilibre mondial des forces. L'équipage de Barbe Noire s'approche de plus en plus du One Piece. Il est pour le moment la plus grande menace que le gouvernement puisse connaître, puisqu'il est véritablement prêt à faire tout ce qu'il y a de plus horrible, malhonnête et inhumain pour parvenir à ses fins. Il est certain que le groupe de Teach sera le premier à dépasser Barbe Blanche, à dépasser même Roger, tellement ses ambitions sont grandes et qu'il est prêt à tout pour réaliser son rêve, pour mettre fin à un plan qu'il a commencé il y a maintenant 28 ans. On arrive sur la fin du manga, il manque un seul et unique road poneglyph avant de pouvoir se rendre sur Laugh Tale et faire ce que Roger lui-même n'a pas pu accomplir. Et il est certain que le gouvernement mondial ne va pas se laisser faire. 3 milliards sur la tête de Kuzan peut paraître énorme, mais dans un équipage tel que celui de Barbe Noire, je trouverais ça presque normal. Un peu à la manière de Sabo, il y a de grandes chances pour que la prime de la flotte de Luffy augmente énormément d'un seul coup, puisque par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, c'est un événement qui est passé très largement sous les radars. Mais il faut se rappeler que sur Maréjoise, lors de la rêverie, Léo et Sai ont failli tuer San Carlos. La nouvelle s'est un peu noyée entre la mort de Cobra, la disparition de Vivi et tout ce que Sabo a appris sur Im, mais cet événement a forcé l'intervention des chevaliers divins, et notamment celle de Garling Figarland. Mais après avoir fait exécuter Sainte Miosgarde pour avoir tenté de les défendre, il est certain que lui et son groupe vont partir à leur recherche. D'autant plus qu'ils ont bien évidemment pris le soin de crier leur nom et leur appartenance à la flotte des Mugiwara avant de prendre la fuite. Aujourd'hui, le gouvernement, la marine et les chevaliers divins savent qui sont les responsables de cette tentative d'assassinat. Et il est certain que tous ceux qui ont prêté allégeance à Luffy et qui le revendiquent partout vont connaître une très grosse mise en avant, sans forcément faire de distinction entre Léo et Sai, les véritables coupables, et les autres qui sont juste fiers d'appartenir à la flotte de Luffy. D'autant plus que après Wano, Luffy est devenu empereur, prenant ainsi la place de Kaido et de Big Mom, un titre qui doit et qui va sans doute avoir un impact important sur tous ceux qui sont liés à Luffy de près ou de loin. C'est pour ça que je ne serais pas étonné de voir certains membres de la flotte, comme Bartholomew, Cavendish ou Léo et Sai évidemment, atteindre une prime de 400 voire 500 millions de berries, sachant que certains d'entre eux ont déjà une prime importante à plus de 200 millions. Pour moi, le simple fait d'être affilié à Luffy va avoir des conséquences sur certains personnages, que ce soit sa flotte comme on vient de l'évoquer, mais aussi et pourquoi pas sur Fushia, comme le rappelle de temps en temps Oopslap, le maire du village. Quoi qu'il en soit, il est certain que Garling Figarland ne se contentera pas des excuses de Miosgard. Après l'avoir exécuté, je suis sûr qu'il est parti chercher les véritables coupables pour les faire payer. J'ai déjà parlé de Rox Dikshebek dans la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, néanmoins mon avis a beaucoup évolué. Dans ma vidéo j'avais théorisé son avis de recherche à 5 milliards 500 millions de berries, parce que c'est un des grands rivaux de Roger que le roi des pirates a dû surpasser pour pouvoir avancer, et a donc fini par le rattraper avec sa prime finale de 5 milliards 564 millions de berries. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne pense plus du tout ça, et je me dis qu'en réalité sa prime devait être beaucoup moins élevée, et ça pour plusieurs paramètres que j'ai jamais pris en compte avant. Déjà, God
Valley s'est passé il y a 38 ans au moment où se déroule l'aventure de Luffy. Roger était encore très loin d'être le roi des pirates et il n'était sûrement pas encore un équipage de légende tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lors des événements de God Valley, il est certain que la prime de Roger était bien moins grande qu'elle ne l'a été à la fin de sa carrière. Mais surtout, tout ça s'est passé avant même l'âge d'or de la piraterie, puisque cette ère, c'est Roger qui l'a lancée. C'est la conséquence de son exécution publique qui a incité le monde entier à se lancer dans la piraterie avec pour seul but de parcourir le même chemin que lui. Et je pense que cette nouvelle ère a eu un très gros impact sur le gouvernement mondial et sa manière de traquer les criminels, mettant encore plus de moyens et de ressources qu'avant pour les stopper, et surtout promettant des sommes encore plus élevées. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'on soit plus déçu que surpris par rapport à la prime de Xebec. Et pour moi, si on devait la prendre un jour, elle serait sûrement de l'ordre du milliard de berry, non pas en rapport avec son niveau de puissance ou sa dangerosité, mais bien parce que les sommes promises à cette époque étaient sûrement très différentes d'aujourd'hui. Par contre, il ne fait nul doute que la prime qui lui a été attribuée faisait partie des plus élevées de son époque, faisant de lui l'un des plus grands criminels du monde avant l'âge d'or de la piraterie. Après les événements de la rêverie qui ont mené à la mort du roi d'Alabasta, Cobra Nefertari, c'est désormais Vivi qui court un grave danger. Im et les 5 doyens ont appris la vérité sur Lily Nefertari, sur la lettre qu'elle a écrite et qui s'est transmise de génération en génération, et aussi et bien sûr sur le dit qu'on retrouve dans leur nom. À partir de maintenant, Vivi est la dernière descendante de la famille Nefertari. Le gouvernement l'a très bien compris et comme l'a demandé Im aux 5 doyens, il veut la retrouver le plus vite possible. À partir de tout ce qu'il s'est passé dans l'histoire que Sabo a raconté à Dragon et Ivankov, il est quasiment sûr que Vivi verra une récompense offerte pour sa capture. Son simple crime est d'être la descendante de la personne qui a trahi le gouvernement à sa création, qui a créé une trace de l'histoire oubliée que l'organisation mondiale n'a pas pu supprimer. Mais surtout, elle est la descendante de la reine d'Alabasta qui s'est battue pour disperser les poneglyphes partout à travers le monde. C'est pour ça qu'à ce stade, je l'imagine un peu comme Robin. Elle n'est pas particulièrement menaçante, mais comme l'archéologue des Mugiwara, elle a un pouvoir puissant entre ses mains, qui suffit à faire peur au gouvernement, encore plus si elle décide de se joindre à Luffy pour le reste de son aventure. Pour Im et les 5 doyens, il leur est donc impératif de supprimer Vivi le plus vite possible, et donc je pense que comme pour Robin, la prime de Vivi pourrait atteindre les 900 millions voire le milliard de berry. Une somme certes élevée pour la princesse d'Alabasta à première vue inoffensive, mais le poids de ses ancêtres et la lettre D qui sommeille dans son nom est une menace que le gouvernement ne peut pas se permettre de laisser passer.